De la soirée, tout de suite, les titres. Les Panthères du Gabon valident leur ticket pour la CAN Total Cameroun 2021 en battant les Léopards de la RDC au stade Rénovation de Franceville, 3-0. Au Sénégal, le gouvernement a annoncé mercredi soir une nouvelle prolongation du mandat des élus locaux après un nouveau report des élections locales initialement prévues avant fin mars. Et puis il y a un an disparaissait Manu Dibango, le premier artiste d'envergure planétaire victime du coronavirus. En mémoire de cet illustre saxophoniste, un documentaire et un disque vinyle ont été dévoilés. Le clin d'œil de ce soir est axé sur l'estime de soi qui contribue parfois au bien-être. Voilà pour le sommaire et si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes sur Gabon 24. Bienvenue à toutes et à tous. Ouvrons justement ce journal en Belgique où le président du Conseil européen, Charles Michel, a ouvert ce jeudi le sommet qui réunit par visioconférence les chefs d'État et de gouvernement de l'UE pour discuter entre autres de la situation sanitaire en Europe. Le récit de Linda Gaël Magonga. Pour cette rencontre virtuelle, la situation sanitaire au sein des pays membres de l'Union européenne est au centre des discussions et les relations transatlantiques figurent également au menu des échanges avec la présence du président américain Joe Biden, invité à cette rencontre des chefs d'État européens. Certains pays d'Europe font face à une troisième vague de contamination à la Covid-19, malgré toutes les dispositions et les restrictions mises en place pour freiner la propagation de la pandémie. La situation est encore plus complexe car la campagne de vaccination de la population n'a pas encore atteint les objectifs escomptés en raison notamment de la pénurie de doses de vaccins, les industries de production étant sous tension face à l'explosion de la demande mondiale. Pour faire face à l'urgence de la situation, l'Union européenne a décidé de renforcer un mécanisme inauguré en janvier dernier pour contrôler les exportations des doses de vaccins. La démarche a suscité les critiques du Royaume-Uni, premier destinataire des doses exportées par l'Union européenne. La certification sanitaire proposée par la Commission européenne pour faciliter les voyages dans l'Union européenne et sauver la saison touristique estivale sera aussi abordée au cours de ce sommet qui va aussi se pencher sur la question de la répartition des vaccins au sein des 27 pays membres. Une question très sensible au sein de l'UE, puisque 6 pays, dont l'Autriche, s'estiment lésés et demandent de revoir le système de distribution des vaccins approuvé par l'UE. Et d'une rencontre à une autre, cette fois, c'est le Premier ministre gabonais qui a assisté au 30e sommet du Forum des chefs d'État et de gouvernement MAEP. C'était ce 25 mars par visioconférence. Les points à l'ordre du jour étaient l'adhésion de la RDC au MAEP, l'examen de la situation du Libéria, de la Zambie, de la Sierra Leone et bien d'autres. C'était justement en présence du président en exercice de l'Union africaine, Félix Antoine Tshisekedi, et de Cyril Ramaphosa, président du MAEP. Le 30e sommet du Forum des chefs d'État et de gouvernement du Mécanisme africain d'évaluation par les pairs MAEP est une rencontre panafricaine à laquelle a pris part Rose Cristiano Soukara Ponda en qualité de représentant du chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Le MAEP se veut être un outil d'auto-évaluation volontaire de la performance des États membres de l'Union africaine en matière de gouvernance. Le Gabon salue l'adoption par le comité des points focaux du MAEP du principe d'évaluation de cette résilience des États de l'Union africaine, ainsi que la désignation du mécanisme en tant qu'instrument de pilotage de la gouvernance des problématiques nouvelles auxquelles l'Afrique est confrontée. Créé en 2003 par le comité des chefs d'État et de gouvernement chargé de la mise en œuvre du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, le MAEP est un accord volontaire conclu par les présidents africains pour évaluer et reviser systématiquement la gouvernance au niveau des chefs d'État pour promouvoir la stabilité politique, l'intégration économique, la croissance économique et le développement durable à l'échelle sous-régionale et continentale. Le site de vaccination anti-Covid-19 de l'hôpital de la coopération sino-gabonaise de Libreville fait le plein depuis le lancement de l'opération mardi. C'est ce que sont allés constater nos reporters ce jeudi.
Ce jeudi, ils ont répondu présents à la convocation lancée par les responsables de la vaccination anti-Covid-19 de l'hôpital de la coopération sino-gabonaise, situé ici dans le 3e arrondissement de Libreville. Conformément au quota fixé à 11 h du matin, le site de vaccination avait déjà effectué plus de la moitié de l'opération. Ça se passe plutôt bien. On a prévu 50 personnes par jour. Aujourd'hui, on a reçu 40 Chinois et 10 Gabonais. Donc ça se passe pourtant bien. On a déjà 30 personnes vaccinées. Les personnes prioritaires et en fonction des critères d'éligibilité après l'entretien avec le médecin. L'hôpital, inauguré en 1975, soit un an seulement après l'établissement des relations diplomatiques entre le Gabon et la Chine, le 24 avril 1974, a été retenu comme site de vaccination ouvert à tous, comme ce commerçant chinois d'origine venu se faire administrer sa première dose de vaccin Sinopharm. Oui, ça c'est important pour nous santé. Mais maintenant, il a fait la chose. Mais c'est mieux pour nous santé. Donc, merci pour l'hôpital. Notons que si elle n'est pas obligatoire, la vaccination s'inscrit dans le cadre de la nouvelle stratégie du gouvernement qui consiste à tester, alerter, protéger et soigner sa population contre le coronavirus. Cette campagne de vaccination va avoir lieu dans un premier temps dans les villes les plus touchées par la pandémie avant d'être étendue à tout le reste du Gabon. De son côté, le ministre des Affaires sociales, Priska Koho-Epouzeland, a tenu ce jeudi une séance de travail avec une délégation de la Fédération gabonaise des sociétés d'assurance. Plusieurs questions, dont la mise en place de la retraite complémentaire obligatoire et la réalisation des projets du ministère, étaient à l'ordre du jour. Sur la table, la mise en place de la retraite complémentaire obligatoire et la réalisation de certains projets du ministère ont été examinés avec la ministre Priska Koho-Epouzeland et la délégation de la FEGASA, la Fédération gabonaise des assurances et le ministère des Affaires sociales. Il était question de diviser avec Madame le ministre sur la mise en œuvre de la réforme relative à la retraite complémentaire obligatoire en République gabonaise. Elle nous a présenté quelques projets qui, manifestement, rentrent dans le cadre de l'obligation des assureurs en ce qui concerne la protection des personnes. Les assureurs gabonais, tout en se montrant sensibles à cette présentation, mais également à cette vision ainsi partagée, se sont donc promis de revenir vers Madame le ministre afin de proposer des solutions. La retraite complémentaire obligatoire doit tenir compte de certains critères indispensables pour sa mise en place. La FEGASA vient donc proposer son expertise. Nous avons modestement apporté notre expertise. Il s'agit donc d'augmenter le nombre de cotisants. Il s'agit par ailleurs de voir comment techniquement et financièrement cette réforme peut être conduite. Le Code de protection sociale du Gabon va beaucoup plus loin. Il est novateur dans ce sens que le Gabon va expérimenter pour la première fois dans l'espace LACIMA la mise en place d'un système de retraite complémentaire rendu obligatoire. Au Gabon, la retraite est basée sur des cotisations gérées par la Caisse nationale de sécurité sociale. En 2017, le pays a entrepris une modernisation de son code de protection sociale dans lequel il est établi la mise en place de la retraite complémentaire obligatoire gérée par capitalisation. Sur le reste du continent, une nouvelle prolongation du mandat des élus locaux a été actée au Sénégal à l'issue du dernier Conseil des ministres. Les municipales et départementales devaient en principe se tenir avant le 28 mars, mais ont été reportées et aucune nouvelle date n'a été fixée. Le point. Aucune nouvelle date n'a été avancée pour la tenue de ces scrutins municipaux et départementaux au Sénégal. C'est le troisième report de ces scrutins locaux qui devaient initialement se tenir en mars 2019. Selon un communiqué du gouvernement sénégalais publié mercredi, le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de loi portant report des élections territoriales et prorogation du mandat des conseillers départementaux et municipaux. La tenue des élections locales est conditionnée par les travaux du dialogue national lancé en mai 2019 afin de parvenir à un consensus, notamment dans les domaines politiques, économiques et sociaux. Ce dialogue avait été lancé par le président Macky Sall pour restaurer la confiance entre la majorité et l'opposition. Il s'était engagé à mettre en œuvre les consensus qui sortiront de cette consultation boycottée par une partie de l'opposition, des consultations toujours en cours et dont la durée n'a pas été précisée. Et au dire d'un expert électoral, les élections locales ne vont pas se tenir sans la fin du dialogue national, car les participants à ce dialogue
se sont entendus pour auditer le fichier électoral et évaluer le processus électoral avant de tenir ces élections, ce qui n'est pas encore fait. La coalition présidentielle contrôle la quasi-totalité des conseils municipaux et départementaux du Sénégal depuis les dernières élections locales. Elle contrôle également le Parlement avec une majorité de députés. Cyril Ramaphosa va comparaître comme témoin en avril prochain devant une commission d'enquête pour corruption visant son prédécesseur Jacob Zuma. Les précisions de Déoline Zouti. C'est devant la commission chargée d'enquêter sur le pillage de l'argent public lorsque son prédécesseur Jacob Zuma était au pouvoir que va témoigner en avril le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Selon la présidence, cette décision s'inscrit dans le droit fil des nombreuses déclarations publiques du président dans lesquelles il a exprimé sa volonté de témoigner dans cette affaire. Le chef d'État est convoqué pendant 4 jours, les 22, 23, 28 et 29 avril, lors d'une audience qui sera retransmise à la télévision nationale. Au cours des 2 dernières années, le président de la commission d'enquête, le juge en chef adjoint Raymond Zondo, a tenu des audiences sur la corruption pendant le règne de 10 ans de l'ancien président Jacob Zuma, poussé à la démission en 2018. En Afrique, des dizaines de ministres ou ex-ministres, élus, hommes d'affaires ou hauts fonctionnaires ont déjà été entendus dans ce dossier. Cyril Ramaphosa va donc témoigner en sa qualité de dirigeant du parti au pouvoir, le Congrès national africain, mais aussi en tant que président et ancien vice-président du pays. Et en Libye, le gouvernement unifié s'est engagé à retrouver la souveraineté du pays. Pour cela, les nouvelles autorités exigent désormais le départ immédiat de nombreux combattants étrangers qui écument leur territoire. Le départ des groupes armés étrangers du territoire libyen est une vieille demande des Nations Unies. Une question désormais portée par les nouvelles autorités en Libye. La ministre en charge des Affaires étrangères du pays, Najla Al-Mangouche, a réitéré jeudi la volonté de son gouvernement de faire partir ces milices. Nous réitérons la nécessité du départ de tous les mercenaires de Libye et de façon immédiate. C'était au cours d'une conférence de presse à Tripoli au milieu de ses homologues allemands, italiens et français. Occasion pour le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, d'expliquer plus tard que le départ des mercenaires liés aux interférences étrangères dans le conflit est essentiel pour que l'État libyen affirme sa souveraineté. En attendant les élections prévues en décembre prochain, le nouvel exécutif libyen unifié qui bénéficie désormais de la confiance de la communauté internationale est dirigé par le Premier ministre Abdelhamid Beba. Le Nigeria ne tire qu'une petite part des investissements pétroliers, j'y arrive et gaziers en Afrique alors qu'il est le premier producteur d'or noir sur le continent et que nombreuses de ses réserves restent encore à exploiter. Pour inverser cette tendance, le gouvernement a donc adopté une loi actuellement en examen. Michel Tennis en fait l'écho. Cette loi, soumise à l'examen de l'Assemblée nationale, veut donner un cadre légal et fiscal à l'industrie du gaz et du pétrole nigériane. Si elle est adoptée, elle devrait acter 3 principaux changements. Le texte ambitionne d'acter l'obligation pour les compagnies pétrolières d'établir des fonds de développement au bénéfice des communautés qui vivent dans les zones pétrolifères. Autre point, cette loi veut transformer la compagnie publique pétrolière, la Nigeria National Petroleum Commission, en une société commerciale. Cela permettrait à cette entité de lever directement des fonds sur les marchés sans passer par l'État. Face aux coûts de production élevés, régions pétrolifères polluées, infrastructures délabrées, après les années d'exploitation, le Nigeria compte bien maximiser sur les revenus pétroliers. Cette nouvelle réglementation, plusieurs fois débattue depuis près de 15 ans, devrait être votée en avril et inscrite dans la loi en mai de l'année en cours. Et puis il y a tout juste un an, l'immense saxophoniste Manu Dibango disparaissait à l'âge de 86 ans. La vie est éternelle, pas l'homme. Cette phrase de l'artiste lâchée dans un de ses grands éclats de rire résonne encore tristement. L'immense saxophoniste n'a pas résisté à la première vague de coronavirus. Infecté par le virus, il meurt un 24 mars à l'âge de 86 ans. Cette disparition a fait de Manu Dibango la première célébrité mondiale victime de la Covid-19. Un choc qui tranchait avec le dénouement de son enterrement, intervenu quelques jours seulement dans le respect des règles sanitaires liées à la lutte contre le coronavirus. À peine 20 intimes seulement ont assisté à son inhumation
au Père-Lachaise en France. Une année est déjà passée depuis le départ de Manu, qui n'a toujours pas reçu l'hommage populaire et international digne de son rang. Le coronavirus continue toujours de dicter sa loi à travers le monde. À l'occasion de ce triste anniversaire, mercredi, le saxophoniste camerounais a reçu 2 hommages, avec dans un premier temps la diffusion en avant-première sur Internet d'un documentaire d'1 heure. Le film Tonton Manu suit dans ses multiples voyages et souvenirs le vaillant octogénaire d'une simplicité étonnante qui poursuivait inlassablement sa mission de pasteur culturel et ambassadeur de la francophonie et de l'Afrique. Ensuite, la réédition d'un disque, Afrovision, une réédition voulue par Manu lui-même. Cet ouvrage précède plusieurs autres qui seront présentés cette année aux fans sur support vinyle en France, en Angleterre et aux États-Unis. Ces 2 œuvres sont une nouvelle occasion d'en apprendre un peu plus sur le Camerounais qui a atterri en France à l'âge de 15 ans et qui a débuté sa carrière en Belgique en 1957 et qui se fait remarquer par le titre qui deviendra planétaire, Soul Makossa, titre qui est en réalité l'hymne de la Coupe d'Afrique des Nations de football en 1972. S'aimer, avoir confiance en soi, croire en soi, cela contribue parfois à notre bien-être. Le développement de notre personnalité peut dépendre de ses sentiments propres à l'estime de soi. Mais qu'entend-on réellement par estime de soi? Élément de réponse dans ce clin d'œil signé d'Eoline Zouti et Hervé Obiang. Qu'elle soit haute, basse, stable ou instable, l'estime de soi influence toute notre vie. Avoir des difficultés à communiquer ou simplement se sentir bien dans sa peau sont autant d'indicateurs quotidiens qui expliquent une bonne ou une mauvaise estime de soi. Mais savons-nous réellement ce qu'est l'estime de soi ? L'estime de soi a un rapport direct avec la valeur de nous-mêmes, la valeur intrinsèque que nous avons. Je vais utiliser 4 éléments qui sont incorporés dans l'estime de soi, que j'ai appelé la vaka. La vaka, donc, qui est dans la vision de soi, qui est le regard que l'on porte sur soi. Ensuite, vous avez l'amour de soi, qui est vraiment votre capacité à vous aimer de manière inconditionnelle. Ensuite, vous avez la confiance en soi, qui a un rapport direct avec la compétence, vos capacités, et l'acceptation de soi, qui est un pan très important. La clé de nos réalisations personnelles et professionnelles se trouve très souvent dans la valeur que l'on se donne. S'accepter tel que vous êtes, et c'est un pan nécessaire justement pour pouvoir travailler sur les questions liées à la confiance en soi ou à l'estime de soi. L'estime de soi est donc un véritable baromètre du fonctionnement psychologique de chacun. Mais comment se construit l'estime de soi et comment se développe-t-elle ? Si vous avez eu des parents qui vous donnaient des paroles encourageantes, qui vous motivaient, l'enfant qui va devenir parent demain va grandir avec des valeurs, avec une certaine assise des bases. A contrario, si vous avez une personne qui n'a pas grandi dans un environnement où on n'avait pas la capacité de pouvoir l'aimer, la capacité de pouvoir l'encourager lorsque la personne faisait bien, ça va être difficile. Mais il est important de pouvoir dire que l'estime de soi peut se construire. S'accorder de la valeur permet alors une meilleure gestion de ses émotions, une meilleure communication, une plus grande tolérance des aléas de la vie et une sécurité émotionnelle à nul autre pareil. À l'inverse, ne pas s'estimer va rimer avec un manque de persévérance, de l'anxiété, des troubles de comportement, des difficultés à communiquer occasionnant chez certains un sentiment dépressif et une réelle passivité. Et si l'on allait chercher pour vous les clés de l'estime de soi ? Il serait important d'être responsable de soi-même. Donc avoir la capacité de pouvoir identifier. Une fois que vous avez identifié ces éléments, il y a un deuxième aspect qui est l'inventaire personnel. Que l'on parle de confiance en soi ou d'estime de soi, les éléments sont interconnectés. Il est important de faire un inventaire sur soi en termes de points forts, en termes de points faibles. Ce que j'aime, ce que je n'aime pas, ce que je tolère, ce que je ne tolère pas, ça va vous donner une base, une fondation sur laquelle vous pouvez construire, une base saine. Il est donc indispensable pour chacun de s'auto-évaluer, car l'estime que l'on a de soi
dépend de sa capacité à s'affirmer ou pas tout au long de l'existence. Et cette note au sport avant de clore 3-0, c'est le résultat de la rencontre opposant les Panthères du Gabon aux Léopards de la RDC au compte de la 5e journée des éliminatoires de la CAN Total Cameroun 2021. Retour sur ce derby dans ce récit d'Andy et Sonobiang. La victoire des Panthères du Gabon, 3-0, face aux Léopards de la RDC jeudi à Franceville, valide le ticket qualificatif pour la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. Une victoire acquise 3-0 face à Trésor Mputu et ses coéquipiers qui n'ont pas fait le poids face à des Panthères déterminés à acquérir un billet pour la terre des lions indomptables du Cameroun. La réalisation d'Arambou Penza à la 44e minute sonne l'assaut. Des hommes de Patrice Neveu, Denis Bouanga avec la deuxième réalisation sécurise cet acquis avant que le capitaine Pierre-Emerick Aubameyang vienne conclure cette victoire d'une frappe du pied gauche imparable pour le portier congolais. Avec cette victoire, Patrice Neveu concrétise sa promesse, celle de qualifier le National Foot gabonais à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Une promesse faite en 2019 lors de sa prise de fonction à la tête de l'équipe nationale gabonaise. Dans l'autre rencontre du groupe D, la Gambie s'est imposée 1-0 face à l'Angola, prochain adversaire du Gabon, le 29 mars prochain. Avec cette victoire de 3 buts d'écart, le Gabon s'empare de la première place du groupe D, devant la Gambie, la RDC et l'Angola. Voilà qui met un terme à cette grande édition d'information de la soirée. Place à présent au rappel des titres. Nous venons de le voir, les Panthères du Gabon valident leur ticket pour la CAN Total Cameroun 2021 en battant les Léopards de la RDC au stade Rénovation de Franceville, 3-0. Le gouvernement sénégalais a annoncé mercredi soir une nouvelle prolongation du mandat des élus locaux après un nouveau report des élections locales initialement prévues avant fin mars. Et puis il y a un an disparaissait Manu Dibango, le premier artiste d'envergure planétaire victime du coronavirus. En mémoire de cet illustre saxophoniste, un documentaire et un disque vinyle ont été dévoilés. Le clin d'œil de ce soir était axé sur l'estime de soi qui contribue parfois au bien-être. C'est tout pour l'actualité du jour qui se poursuit d'ailleurs sur nos adresses qui s'affichent au bas de l'écran. Le virus circule toujours. Respectons tous et scrupuleusement les gestes barrières et puis faisons-nous vacciner. Bon titre des programmes sur Gabon 24. Jusqu'au 31 mars, votre fidélité est encore plus récompensée. Réabonnez-vous à une formule supérieure à